En 1994, un horrible drame se joue aux Galeries de la Capitale à Québec. Deux braqueurs sans scrupules et prêts à tout s'attaquent à des agents de la compagnie Sécure. Les bandits sortent leurs armes et tirent sans sommation et sans hésitation. Le 22 mars 1994 devait être une journée comme les autres aux Galeries de la Capitale à Québec. Yves Bernier s'y trouve et attend l'ouverture de la banque. Je devais aller faire des transactions à la succursale de la Banque de Montréal, aux Galeries de la Capitale. Quand je suis rentré, il était aux alentours de 9 h. Il n'y avait personne à l'intérieur des galeries. Alors je me suis dit, je vais m'asseoir près où je peux voir la banque pour faire certain que j'étais un des premiers à me faire servir, à être capable de rentrer et de voir facilement les employés qui arrivaient pour ouvrir les portes. C'est à ce moment qu'Alain Labrie et Jean-Louis Lortie sortent de la Banque de Montréal. Les deux agents de la compagnie Sécure transportent près de 800 000 $ en espèces répartis dans plusieurs sacs. J'étais capable de voir les deux convoyeurs qui s'affairaient à faire leur travail. Et sur le chariot, à mes yeux, à moi, il y avait à peu près 7-8 poches de monnaie, d'argent, qui étaient placées à la verticale sur le chariot. La procédure à suivre pour les agents de Sécure était très stricte. Ceux qui transportent les valeurs, ceux qui transportent l'argent, ils doivent suivre un plan et chacun a un rôle bien spécifique à jouer. Et ici, c'est le chef d'équipe, c'est Jean-Louis Lortie, qui pousse le chariot. C'est lui qui est en charge de l'argent, des sacs d'argent qu'ils viennent de recueillir. Et Alain Labrie, lui, sécurise les lieux, veille à la sécurité de l'espace pour transporter les valeurs de la banque jusqu'au camion blindé. Lorsque les agents font le transport d'argent, ils laissent une distance sécuritaire entre les deux afin de maximiser la visibilité alentour d'eux et d'éviter que les deux soient blessés en même temps. Lorsque les agents circulent, l'écran de sûreté sur leur revolver devait être enlevé lorsqu'ils se promenaient d'un endroit à l'autre. Avec le chariot, ils avaient toujours la main sur leur revolver pour être capables de réagir presque dans la seconde. De l'endroit où j'étais assis, j'ai vu deux hommes d'une allure étrange, un habillé en bleu, avec un trench qui allait jusqu'en bas de près des mollets, et puis des lunettes avec une moustache. Et l'autre qui était habillé de beige brun, à peu près de la même chose, avec un trench et un chapeau bizarre qu'il avait sur la tête. Ces deux individus-là, il y avait des perruques, des fausses barbichettes. Ils faisaient semblant de faire du magasinage. Je me disais, ils font quoi là? L'un de ces hommes s'appelle Maurice McIntyre. Il est bien connu des policiers pour de nombreux vols qualifiés. La présence de McIntyre aux Galeries de la Capitale n'annonce rien de bon. Maurice McIntyre, c'est un type qui aura sa première condamnation fédérale, c'est-à-dire dans un pénitencier, à l'âge de 20 ans. Il est devenu une sorte de spécialiste des vols à main armée, des introductions par effraction, des braquages. En 1991, à la suite d'une série impressionnante de vols à main armée et de braquages d'institutions financières, Maurice McIntyre va écoper 7 ans de pénitencier. Mais il va être libéré sous condition après 2 ans, ce qui va l'amener ensuite, en 1994, aux événements tragiques que l'on connaît aux Galeries de la Capitale à Québec. Soudainement, j'entends crier. À ce moment-là, l'agent Labrie, c'est comme automatique, il a déjà la main sur son arme. Mais Maurice McIntyre est plus rapide et, voyant que l'autre est prêt à se défendre, il va tirer, ne laissant absolument aucune chance à l'agent Labrie. Là, le deuxième coup est parti. Et puis là, j'ai vu M. Labrie basculer vers l'arrière. Il est tombé carré à terre. M. Labrie a été atteint de 2 projectiles, dont un à la tête et un au ventre. Puis là, la fusillade a continué à peu près
Moi, je dirais 4-5 coups encore. L'agent Lortie, lui, a déjà dégainé en 1 seconde presque, et il va faire feu sur Maurice McIntyre. M. Lortie a atteint Maurice McIntyre à une jambe. Ce qui fait qu'on assiste à une véritable fusillade. Je suis militaire de carrière. J'ai fait 37 ans de service et quelques missions. Et à cette fois-là, je revenais d'une mission de la Bosnie-Herzégovine. Ça faisait juste 2 jours. Et j'ai agi selon les principes que j'avais, moi, quand on travaille là-bas. Dans ma profession, c'est que quand tu entends un coup de feu, c'est de se diriger vers le coup de feu et de savoir qu'est-ce qui se passe. L'agent Lortie, il va être touché au talon droit. Il va s'écrouler par terre. Pendant ce temps-là, l'agent Alain Labrie est au sol, dans une mare de sang, et il agonise, malheureusement. Le deuxième braqueur s'assure qu'Alain Labrie est hors d'état de nuire. McIntyre, lui, s'avance dangereusement vers Jean-Louis Lortie. M. Jean-Louis Lortie a tenté de se protéger, s'est couché au sol. Et puis, Maurice McIntyre a avancé vers lui en le pointant avec son arme. Là, M. Lortie s'est levé la tête, l'a regardé, il a redescendu la tête. Là, il a dit « Donne-moi ton arme si tu veux pas mourir. » Alain Labrie est étendu au sol et gît dans une mare de sang. Jean-Louis Lortie fait face aux 2 bandits prêts à tout. L'homme craint pour sa vie. Le 22 mars 1994, 2 agents de la compagnie Sécure sont violemment attaqués aux Galeries de la Capitale à Québec. L'un des 2 hommes, Alain Labrie, est tiré à bout portant, tandis que son collègue Jean-Louis Lortie se retrouve sans armes face à des braqueurs agressifs et dangereux. Maurice McIntyre va arriver derrière lui. Il va se pencher. Il va prendre l'arme de service de Jean-Louis Lortie et il va lui dire « Je te laisse la vie ». Et il va ordonner à son complice, il va lui dire « Pousse le chariot ». Au moment où ils ont levé le chariot et qu'ils sont partis à courir, moi, j'ai pas hésité immédiatement. Je suis parti vers M. Lortie. Je lui ai dit « Est-ce que vous êtes correct? » Là, il m'a regardé. « T'es-tu correct, oui ou non? » Il a dit « Oui, je suis correct. Oui, ça va. » Et à partir de ce moment-là, je suis parti à courir vers M. Labrie et je me suis agenouillé devant lui et je l'ai regardé. J'ai vu immédiatement le coup qu'il avait eu à l'arrière de la tête et je voyais aussi par terre là, la quantité de sang qui était sorti. Alors, je me disais, là, jamais qu'il sera capable de survivre. Puis je voyais ses yeux qui étaient tout glacés, puis il y avait très peu de respiration. Puis je me suis dit, c'est fini pour lui, là. Je lui ai dit, je vais faire une prière avec toi. Et j'ai commencé un Notre Père avec lui. Et puis... Il est certain que quand tu vois un événement comme ça, puis tu vois une personne mourir devant toi, et puis que tu sais qu'il n'y a pas personne qui peut l'aider, c'est dur, mais je ne me suis pas arrêté à ça. Et quand j'ai eu fini, j'ai parti immédiatement à la course après les 2 bandits. Au moment de la fuite des 2 braqueurs, Maurice McIntyre saigne abondamment. Il laisse des traces de sang au sol. Et ça va jouer dans le dénouement de l'affaire. J'avais pas peur de partir après ces criminels-là. Je savais que le maximum d'informations que je pouvais aller chercher était la chose pour moi à faire pour donner par après à la police. Et tout en courant après eux autres étaient rendus à peu près 30-35 pieds en avant de moi. Celui qui était blessé, lui s'est reviré et il m'a vu. Alors, il a pointé son arme sur moi. Alors, je me suis caché entre 2 portes de magasin. Il faut se rappeler qu'en 1994, il y avait de nombreux vols de camions blindés.
Ça se faisait en 1 minute ou 2, tout était réglé. Et les montants étaient évidemment supérieurs à tout ce qu'on pouvait espérer à ce moment-là. Ce genre de criminels, évidemment, comme on l'a vu, pour atteindre leur but, pour avoir l'argent, sont prêts à tuer. Du début à la fin, je savais que ma vie était arrangée. Je savais qu'il y avait beaucoup de places où j'aurais pu avoir un coup d'eux autres, mais j'ai essayé de l'éviter, ce que j'ai réussi. Je suis reparti en arrière de lui. Il a ouvert la porte. Il a passé avec le chariot. Et puis, ils se sont rendus dans le stationnement. Ils ont mis le chariot par terre. Puis là, il fallait prendre les poches. Puis là, c'était pas facile, parce que lui était blessé. Il est certain que je n'aurais pas voulu aller directement sur eux autres et puis essayer de leur dire « Arrêtez, je vous arrête » ou quoi que ce soit. Parce qu'il était très, très, très déterminé à faire ce qu'il voulait faire. Ils ont ouvert la porte et puis ils ont tiré les poches à l'intérieur de la voiture. Et puis, ils sont partis. Quand ils sont partis, j'ai couru après leur voiture pour aller chercher la couleur de la voiture, la marque de la voiture, le numéro de licence et voir la direction qui s'en allait. Alors, après que j'ai pris tout ça dans ma tête, je savais que les informations que j'avais prises étaient pour aider à l'enquête et je suis reparti vers le centre de la capitale. Les 2 bandits se sont sauvés et puis sont allés changer de véhicule dans un autre centre d'achat qui était situé quand même près du centre d'achat des Galeries de la Capitale. Ils ont abandonné le véhicule dans lequel ils étaient pour prendre la fuite de nouveau. Avec les renseignements sur la voiture, Yves Bernier croit que la police pourra mettre la main au collet des braqueurs assez rapidement. D'autant plus que l'un d'eux semble grièvement blessé et qu'il ne pourra pas aller très loin sans soins médicaux. M. McIntyre ne s'est jamais présenté dans un hôpital quelconque, soit par crainte de se faire déclarer, que quelqu'un nous transmette l'information. Et puis, M. McIntyre était quelqu'un qui n'en était pas à ses premiers crimes, donc savait ce qu'il faisait. À ce moment-là, les traces de ces gens-là ont été perdues. Après avoir relevé le numéro d'immatriculation, Yves Bernier retourne sur les lieux du crime sans se douter de ce qui l'attend. Je suis parti à la course, puis là, j'ai couru sans regarder. La seule idée que j'avais dans la tête, c'était M. Labrie qui était couché là. Puis quand je suis arrivé tout près, j'ai vu M. Lortie qui était là, avec un 12 pompe gun, puis il m'a pointé ça dans la face. Quand j'ai vu l'arme, puis j'ai vu le visage de M. Lortie, puis j'ai vu la réaction avec ses mains sur l'arme, j'ai eu la peur, là, est venue tellement grande en dedans de moi là, que j'ai dit c'est fini, là. C'est avec beaucoup de courage qu'Yves Bernier, témoin du braquage aux Galeries de la Capitale à Québec, traque les braqueurs en quête d'indices. Mais il risque sa peau lorsque, de retour sur les lieux du crime, Jean-Louis Lortie le prend pour un complice des braqueurs. Quand moi, je suis parti pour aller courir après les 2 criminels, M. Lortie, lui, est parti vers le camion de sécurité à l'extérieur et est revenu à l'intérieur du centre d'achat avec un 12 pompe gun. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis arrivé et qu'il a levé son arme. Je crois que M. Lortie croyait que j'étais un criminel parce que quand je suis allé le voir puis je lui ai dit « Es-tu correct? » Lui, là, il ne savait pas qui était là. À ses yeux, à lui, j'étais peut-être une 3e personne. Là, je l'ai regardé, puis j'ai lâché un cri, puis j'ai dit « Non, fais pas ça. » Les doutes de M. Lortie sont tombés immédiatement, et puis il a descendu son arme. Jean-Louis Lortie est bouleversé par la mort de son collègue. Il aurait voulu intervenir et le défendre, mais il n'en a pas eu le temps. À l'époque, les gilets pare-balles, c'était pas obligatoire. Ça existait, et les agents de sécurité en avaient à leur disposition. Mais c'était pas obligatoire de les porter, pour plusieurs raisons, dont les principales, c'est que c'était très lourd, très encombrant, et l'été très chaud, lorsqu'il fallait aller dans la voûte chercher l'argent. Le braquage aux Galeries de la Capitale déclenche une véritable chasse à l'homme. Le véhicule qui a été abandonné par les 2 bandits, c'est un véhicule qui avait été volé dans la région de Montréal. Et puis, à l'intérieur de ce véhicule-là, une fouille a été faite par les policiers.
À l'intérieur, on a retrouvé le revolver qui appartenait à M. Jean-Louis Lortie. Et puis, on a également trouvé du sang, qui se trouve être un élément de preuve très important dans le dossier. Bien sûr, les médias se sont emparés de l'affaire. On en a parlé partout. Et la nouvelle a couru assez vite partout au Québec. Par le biais des médias, les policiers cherchaient à obtenir aussi de l'information de la part du public, de la part de témoins potentiels. On a mis le paquet du côté des policiers et du côté de Sécure. Sécure a offert une récompense de 50 000 $ pour faire progresser l'enquête. Quelques jours après les événements, les policiers vont avoir une information selon laquelle il y a des vêtements, des déguisements, il y a des perruques, de la colle qui ont été trouvés dans un container pas loin de Québec par un itinérant. Ils trouvaient que c'était louche et ils savaient qu'il y avait eu un vol qualifié aux Galeries de la Capitale. Quelques jours après l'événement, une information provenant du public nous est parvenue. Dans cette information-là, on avait le nom d'une personne, l'endroit où il résidait, et que cette personne-là boitait et que ce n'était pas dans son habitude de boiter. L'information pointait directement Maurice McIntyre comme étant l'auteur du crime. Maurice McIntyre était en libération conditionnelle fédérale suite à un vol qualifié qu'il avait commis dans le passé. Au moment du crime, Maurice McIntyre vivait, lui, en maison de transition à Montréal. Sa conjointe était aussi à Montréal. Il avait un fils, un enfant de 7 ans, et il travaillait occasionnellement dans des maisons de prêteurs sur gage. Donc, on a fait appel à des confrères du service de police de la Ville de Montréal afin de continuer l'enquête. Donc, des techniques d'enquête ont été utilisées telles que filature. La filature sur M. Maurice McIntyre a démontré qu'une personne s'était débarrassée de sacs de poubelle dans un endroit éloigné de sa résidence, ce qui est anormal dans la vie d'un citoyen normal, d'un citoyen honnête. À l'intérieur des sacs, il y avait des pansements, il y avait des crèmes, il y avait de la médication pour soigner une blessure. Il y avait même des médicaments qui étaient au nom de Maurice McIntyre, ce qui venait corroborer la version de notre informateur anonyme. Le matin du 22 mars 1994, Maurice McIntyre devait aller travailler dans une boutique de prêt sur gage, mais il ne s'est pas présenté au travail. Lui, il va se présenter plutôt à Québec, où il va commettre son crime, et il va revenir à Montréal dans la journée, autour de 15h30, se présenter à la maison de transition. Mais jamais il n'est allé travailler cette journée-là. Les policiers ont interrogé évidemment son patron, qui a confirmé que Maurice McIntyre ne s'était pas présenté au travail. L'enquête a démontré que M. McIntyre, le 22 mars, ne boitait pas, mais que le 23 mars s'est mis à boiter. Et puis qu'il donnait comme version qu'il s'était foulé la cheville en jouant au hockey avec son garçon. Ça nous a donné des motifs raisonnables de croire qu'il était impliqué dans l'événement, donc on a procédé à son arrestation. Le 30 mars 1994, 8 jours après le braquage, Maurice McIntyre est arrêté sur la rue Notre-Dame à Montréal. Sur lui, on a retrouvé 2 paquets de 1 000 $. Et ils vont l'amener au poste de police pour interrogatoire. Et ils vont découvrir que Maurice McIntyre a une plaie profonde au mollet droit. On va pouvoir faire une espèce de comparaison. Celui qui était à Québec a reçu une balle. Oui, il a saigné abondamment. Et celui qui vient d'arrêter, 8 jours après les faits, porte lui aussi une blessure assez grave, qui s'est d'ailleurs infectée. Ils vont lui offrir d'aller à l'hôpital. McIntyre refusait de recevoir des soins médicaux, d'aller à l'hôpital, parce que dans sa tête à lui, peut-être avait-il encore des fragments de balles dans sa jambe, dans son mollet, qui auraient pu, conduire directement à des accusations immédiates. Si on avait découvert qu'il s'agissait de fragments de projectiles du revolver de l'agent Lortie, bien là, 1 + 1 = 2, c'était fini. Maurice McIntyre n'a pas contribué à l'enquête. Ce dernier a toujours nié
qu'il avait une implication au niveau du crime. Je suis pas un rat, je dirais rien. Et les policiers étaient toujours sur les dents, ils questionnaient, ils interrogeaient McIntyre, mais il n'a jamais dévoilé qui étaient ses complices. Maurice McIntyre est officiellement accusé du meurtre d'Alain Labrie et du braquage des galeries de la capitale. Le coût de McIntyre a rapporté 766 940 $. C'est beaucoup d'argent. Plus de 20 ans après l'événement, le dossier est toujours ouvert au service de police de la Ville de Québec parce qu'il reste encore un individu qui n'a pas été arrêté et qui n'a pas été identifié. Et puis, l'argent n'a jamais été retrouvé. Depuis que je suis à l'emploi d'un service de police, c'est un des crimes les plus crapuleux que j'ai vus. On parle d'une personne qui est décédée, une personne qui avait une famille, et un autre qui a été blessé. Les premières fois que j'ai retourné aux Galeries de la Capitale, j'ai jamais passé par les endroits de l'événement. Je passais toujours par le deuxième étage. Et rendu au centre, je m'appuyais sur le garde, je regardais quelques secondes, puis je m'en allais. Parce que j'avais de la difficulté, je voyais encore tout ce qui s'était passé. Puis avec le temps, j'ai réussi à m'en sortir. Maurice McIntyre est reconnu coupable du meurtre d'Alain Labrie, de tentative de meurtre sur l'agent Jean-Louis Lortie, de vol qualifié, d'utilisation d'armes à feu, déguisement, vol et recel de véhicules. Il sera condamné à une peine de prison de 25 ans ferme. Cette semaine, aux légendes de la route spéciale voiture de police. Ouais, mais on est de la grosse police, là. Légende de la route, jeudi 22h sur Historia.